L'histoire d'Apple a démarré en 1976 dans le garage de cette petite maison de Los Altos. C'est une maison qui à l'époque appartient à la famille de Steve Jobs. Eh bien Steve Wozniak et Ronald Wayne, l'homme qu'on a tendance à oublier dans l'histoire d'Apple parce qu'il ne restera pas très longtemps dans le projet, vont concevoir ici les premiers pas d'Apple. On dit souvent que l'Apple I et l'Apple II ont été conçus ici. Eh bien non, ça tient juste de la mythologie de l'histoire d'Apple. Steve Wozniak va créer les prototypes chez lui et même chez Hewlett-Packard où il travaille à l'époque. Le garage servira surtout de base logistique. Et puis ce garage, eh bien, ils vont y rester seulement 1 an avant de prendre leur quartier dans Cupertino et de ne plus quitter la ville. La maison appartient désormais à des particuliers. Apple ne l'a pas racheté par rapport à d'autres garages. Le site a en tout cas été classé site historique de Californie. Le garage devenant trop petit, les deux Steve, Jobs et Wozniak décident d'installer officiellement et formellement leur entreprise Apple au 20863 Stevens Creek Boulevard à Cupertino. Cupertino devient ainsi pour la première fois le siège d'Apple et le restera jusqu'à aujourd'hui encore. Cupertino est choisi pour sa proximité avec les lieux des fondateurs, mais aussi avec les nouveaux fiefs technologiques de l'époque, Mountain View et Palo Alto. Petite spécificité de ce tout premier siège du Apple Corporate, eh bien aujourd'hui, c'est l'un des rares bâtiments qui n'appartient plus à Apple. À l'aube des années 80, Apple, qui ne cesse de croître, prend possession d'une série de bâtiments, ici sur Bandley Drive. C'est ici d'ailleurs que sera notamment conçu le futur Macintosh. C'est l'époque où l'image de marque commence à se forger, culture de l'innovation, design distinctif et marketing agressif. Le Macintosh qui sort en 1984 en sera l'illustration parfaite. Et c'est aussi ici qu'en 1985, Steve Jobs décide de quitter l'entreprise. Il n'y reviendra qu'en 1997. En 1993, Apple s'installe dans ce qui deviendra son quartier général pour plus de 20 ans, Infinite Loop, ici même à Cupertino. Infinite Loop, c'est un peu une référence à la programmation, ce fameux code infini, cette boucle qui tourne sans fin. Et Apple va y installer un bâtiment en forme de boucle dans une rue qui s'appelle Infinite Loop. Et Apple demande même à la ville de Cupertino de nommer la rue ainsi. C'est vous dire le poids d'Apple déjà à l'époque. Le bâtiment, eh bien, il est voulu non pas par Steve Jobs, mais par John Sculley, qui a alors les commandes de l'entreprise. Il n'aime pas voir ses employés tous disséminés le long de Bandley Drive. Il décide donc de rationaliser l'entreprise et de réunir tout le monde dans un seul et même endroit. C'est alors le Apple plus institutionnel et moins visionnaire qui prend ses quartiers. Revenu à la tête d'Apple, Steve Jobs enchaîne les succès de l'iMac à l'iPod, l'iPhone, l'iPad. Et pour accompagner sa vision, il veut un nouveau campus, quelque chose de beaucoup plus grand. Infinite Loop était une boucle infinie. Il veut un cercle parfait pour asseoir justement sa vision de l'avenir d'Apple et montrer que l'entreprise est là pour durer. Il y réfléchit longuement. Il veut un lieu qui réponde aussi à des valeurs collaboratives de travail. Le projet sera gigantesque. Ce sera l'Apple Park. Et tout est fou dans ce projet, 71 hectares, 5 milliards de dollars de coût, 12 000 salariés qui vont y être accueillis. Le site est principalement bétonné, eh bien il va être rendu majoritairement à la nature. Les bâtiments sont en fibre de carbone, on voit du verre partout et on a des panneaux photovoltaïques, car l'idée de Steve Jobs était simple, en faire le bâtiment le plus éco-énergétique au monde. C'est l'idée qu'il défendra devant les instances pour obtenir le droit de le construire. What that's meant is that our head count in Cupertino has dramatically expanded. L'Apple Park est un manifeste radical dans son architecture, avec un souci du moindre détail. Un bâtiment né d'un esprit lumineux, dira même Johnny Ive, son designer en chef et acolyte de toujours. Ce sera surtout son héritage et son empreinte indélébile. L'Apple Park ouvre en avril 2017 avec ses quelques 12 000 salariés, mais sans son fondateur. Steve Jobs est décédé en octobre 2011. Il n'aura pas vu le lieu ni le ring, ce bâtiment central, ce vaisseau amiral qui garde tous les secrets d'une marque bientôt quinquagénaire. En tout cas, il a donné son nom au Steve Jobs Theater derrière nous et son ombre plane plus que jamais.